nous sommes partis d'un constat simple, c'est que depuis le 14 janvier, il y a une prolifération d'initiatives politiques et associatives, et c'est une très bonne chose. Le fait qu'aujourd'hui nous ayons 92, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, ou si c'est plus un ou moins un, je n'en sais rien, mais 92 partis politiques avec leur visa, c'est peut-être beaucoup pour un pays comme la Tunisie, mais c'est un signe de bonne santé politique. Surtout après des décades, je ne dirais pas si c'est 23 ou plus, des décades de censure et de limitation, sinon d'interdiction de l'expression et de la pensée. Moi j'ai l'habitude de dire, en Espagne, après la mort de Franco, il y a eu 293 partis, donc on a encore de la marge. Mais là où les choses m'ont semblé quand même un peu plus critiques, c'est que cette prolifération d'organisations politiques n'a pas été accompagnée par une prolifération des visions de ce que nous voulons que la Tunisie soit en 2030, 2040, 2050, et encore moins de programmes économiques et sociaux que ceux qui ont fait la révolution réclament aujourd'hui sur le terrain et ont toujours réclamé. Donc partant de là, on s'est dit, nous pouvons peut-être avoir une contribution positive dans le domaine, à savoir participer à l'élaboration d'un projet. Et j'ai réuni pour cela une équipe d'expertise de 60 personnes, divers, d'horizons. Aujourd'hui, parce que en partie, parce que j'ai du respect pour votre temps, d'une société et d'un gouvernement déterminé, à savoir des thèmes. Et nous commençons à avoir des contributions de très grande qualité parce que nous avons des gens des différents secteurs qui apportent chacun sa vision, sa connaissance, un programme qui soit crédible, faisable et possible et qui réponde aux attentes des populations. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous et de vous présenter une partie de ce travail. Au-delà de la conception qui a commencé à Tunis, mais qui a commencé le fiscaliste, le comptable, l'avocat, le chef d'entreprise, le chômeur, l'étudiant, l'enseignant, on a essayé de brasser large pour avoir le pouls de la société et avoir les remontées des besoins et des visions. Et nous avons essayé également de faire que ces gens soient représentatifs, ne serait-ce que par leur origine, des différentes régions du pays. Voilà. Donc, après avoir commencé, j'ai entendu parler de ce que tu faisais. Est-ce que tu peux m'envoyer, je dis mieux que ça, je pense que je ferais mieux de venir l'exposer parce que envoyer un PowerPoint, c'est pas ça. Un PowerPoint, c'est des boulettes, c'est Tao Kamil qui n'a pas pu être là, par Abdelazak Loueti, par Salah Jareya, par plein d'autres gens de qualité qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais je les remercie quand même en leur absence. Mon premier déplacement, je l'ai fait à Garça. J'ai fait à Garça il y a 2 semaines, pour une raison très simple, c'est que historiquement j'ai commencé. Je vais vous présenter rapidement ce que j'appelle un plan ou un modèle de développement économique et social qui pourrait être celui de la Tunisie post-révolution. Et pour cela, je vais partir de l'analyse de l'héritage. Dans quel état avons-nous retrouvé la Tunisie le 14 janvier? Parce que je suis ingénieur, on m'a appris la méthode, il faut commencer par le diagnostic. Commençons par le diagnostic. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'aujourd'hui, sur la scène, personne ne demande à faire un bilan de l'ère Ben Ali. Vous savez, quand Mitterrand a été élu en 1981, il avait constitué une commission du bilan, qui était présidée par d'immenses célébrités, qu'il avait mis au service de la nation. Et en matière d'éducation, je me tourne vers l'éducateur, et je dis, c'était Laurent Schwartz, le professeur Laurent Schwartz, qui avait mené le bilan et l'évaluation. Donc c'était les plus grandes sommités qui avaient été mobilisées pour le faire dans la transparence, dans l'indépendance et de manière objective. Donc, quel a été l'héritage de ces 23 ans de dictature et de mauvaise gestion que nous découvrons, que nous soupçonnions, mais que nous découvrons dans toute son étendue
aujourd'hui. La première, évidemment, il y a beaucoup de causes. Je vais me limiter à celles qui me paraissent les plus pertinentes et les plus significatives au regard de ce tsunami positif du 14 janvier 2011. Première cause, on a beaucoup parlé de la mauvaise gouvernance économique, politique et sociale. On a beaucoup parlé de la censure. On a beaucoup parlé de la prédation systématique, où quelques familles constituant un clan ont pompé systématiquement pendant 23 ans, avec une accélération dans l'histoire, ce qui devait revenir à l'État, à la nation et à toutes les difficultés de la Tunisie, et que tous nous avons occulté, mais que aussi les organisations internationales ont occulté. La première de ces causes, c'est le déséquilibre régional. Et ce n'est pas par hasard que cette déflagration est partie de l'intérieur du pays. Elle n'est pas partie en décembre 2010, elle est partie en 2008 de Rdaïf et des incidents de Rdaïf, qu'à l'époque la censure et la police avaient tué, avaient bridé et avaient tenté de tuer dans l'œuf. Aujourd'hui, elle est partie, encore une fois, elle est repartie de Sidi Bouzid, et elle s'est étendue rapidement vers Gasserine, vers Gafsa, vers Sélienne, vers ce que j'appelle le ventre mou de la Tunisie, le ventre mou qui a été à l'écart du développement, qui a été laissé à l'écart du développement et de la croissance. Le développement régional déséquilibré, je voudrais citer quelques chiffres. Je suis ingénieur et j'adore les cartes, et comme disait Napoléon, mieux vaut un bon croquis qu'un long discours. J'ai fait reporter sur la carte de la... Je vais vous dire 3-4 mots. Les autoroutes, infrastructures s'il en faut, 500 km d'autoroutes entre celles construites et celles en cours de construction, elles sont toutes sur la côte. Je vais prendre le cas du chemin de fer, qui est une infrastructure fondamentale. En 2011, nous avons un linéaire de chemin de fer inférieur à ce que nous a légué le protectorat en 1956. Nous avions en 1956 2150 km de chemin de fer. Nous avions hérité de deux demi-réseaux qui se tournaient le dos, parce qu'ils répondaient à deux logiques différentes. Un premier demi-réseau nord qui avait une logique d'intégration coloniale algérienne. Il était géré par une compagnie qui s'appelait la Compagnie du chemin de fer Bonne-Guelma. Il avait comme logique d'évacuer les céréales du nord, mais aussi d'évacuer les mines métalliques du nord, Tamaraj, Rissa et j'en oublie. Ce demi-réseau nord avait un écartement de voie de 1,435 m, c'est ce qu'on appelle l'écartement normal. Le réseau sud appartenait à une autre compagnie privée et était donné en concession d'ailleurs sur 99 ans, lesquels 99 ans se terminaient en janvier 1967. Donc 10 ans après l'indépendance, ce réseau a continué à être géré par une compagnie des intérêts étrangers qui s'appelait la Compagnie des phosphates et du chemin de fer Sfax-Gafsa, que vous connaissez tous, puisque à part le chemin de fer et les phosphates, elle avait investi aussi dans Chafar, dans les olivrés, 30 000 hectares d'olivrés, ces deux réseaux, le réseau sud avait un écartement de voie métrique, 1 mètre. C'est-à-dire que les deux réseaux se retrouvaient à Sfax, mais ils se tournaient le dos. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, certaines des mines du Nord se sont épuisées ou sont devenues pas rentables. Donc on les a abandonnées. On a abandonné la voie de chemin de fer qui allait. Il y a eu les inondations de 69 qui a emporté des pans entiers du réseau qui n'ont jamais été reconstruits. Toubark a été desservi par le chemin de fer. Moi, dans les années 70, j'allais au festival Ne pas bronzer idiot, comme certains d'entre vous certainement, par chemin de fer. La gare a été vendue à un promoteur touristique pour en faire construction. La seule construction qui a été réalisée sur les 55 dernières années, c'est Gafsa-Guedes pour l'évacuation du phosphate, 140 km, mais elle n'a pas réussi à compenser les pertes de réseau dues
à ces différents phénomènes. Maintenant, les infrastructures humaines, et je vais en dire deux mots également très rapidement, les infrastructures médicales par gouvernorat, c'est-à-dire le nombre d'habitants par médecin. Et bien c'est atterrant quand on met ça sur la carte de la Tunisie. C'est atterrant parce que nous avons à Tunis, par exemple, un médecin pour 600 habitants, comme par hasard, à Sidi Bouzid, le moins loti. C'est vraiment pas tout à fait un hasard d'ailleurs, parce que je ne suis pas dans une approche marxiste où tout se décrète par le matérialisme historique, mais c'est quand même un hasard étonnant. Sidi Bouzid, pour un médecin, il faut 2500 habitants, 4 fois plus qu'à Tunis. Toujours dans le domaine de la santé. En Tunisie, il y a 19 établissements publics sanitaires qui sont les centres hospitalo-universitaires. C'est là où on enseigne, c'est-à-dire les centres d'excellence de la médecine, normalement. Ces 21 établissements publics sanitaires se retrouvent 16 à Tunis, mais Tunis, hein. Ben Arous, il y a 0. 16 à Tunis, 3 entre Sousse et Monastir. C'est vrai qu'on a eu 2 présidents de Monastir et de Sousse. Suivez la démonstration. Et 2 à Sfax. Et 0 pour tout l'intérieur du pays. Sfax, c'est normal, c'est la capitale économique à la limite du pays. Et c'est, bon. Mais 0 à l'intérieur du pays. Alors je peux multiplier les exemples de déséquilibre régional, mais ce n'est pas l'objet. Mais c'est pour vous dire que pour moi, c'est des produits de l'éducation et de la formation d'un côté, et des besoins du pays en capital humain. Je ne dis pas employabilité, parce que je parle en termes de capital humain, parce qu'il n'y a pas que les besoins des entreprises. Nous avons failli dans ce domaine, dans la mesure où aujourd'hui, nous n'avons même pas réussi à former des citoyens. Moi, je suis atterré de la manière dont les gens conduisent dans la rue, et vous tous, vous vivez la même chose, dans des comportements dans les stades, des comportements au volant, etc. Et on peut multiplier les exemples. Donc nous n'avons pas réussi à former, bien au contraire, nous avons perdu l'ouédéa ta'atounsil asila. Donc ça c'est un grave problème, ce décalage entre les produits de la formation et de l'éducation et les besoins de la société en capital humain. Et le troisième, qui n'est pas loin de découler du deuxième, c'est le chômage massif des jeunes et des jeunes primo-demandeurs d'emploi diplômés de l'enseignement supérieur. Officiellement, au 31 décembre 2010, le pays comptait 13% de taux de chômage. Comme toutes les statistiques, les chiffres disent tout sauf l'essentiel. Ce 13% cache des diversités multiples et variées. Une première diversité entre les régions. Le taux de chômage pouvait varier entre 8% et 35 à 40%. Deuxième diversité, la diversité entre les genres. Les femmes étaient plus frappées par le chômage que les hommes. Et troisième diversité, c'est le chômage qui était différent en fonction du niveau d'instruction. Et le comble, c'est que quand on regarde l'évolution du chômage sur les dizaines d'années dernières, eh bien on constate que de plus en plus le chômage frappe les diplômés de l'enseignement supérieur. Et curieusement, et pas curieusement d'ailleurs, curieusement le chômage, plus le niveau d'éducation et de diplôme est élevé, plus le chômage frappe. Donc plus on crée du désespoir à des gens à qui on a dit faites des études, l'avenir sera radieux et l'ascenseur social fonctionnera. Ils ont cru ce slogan, ils ont fait des études, leurs parents se sont saignés, ils se sont saignés, ils se sont séparés de cette manœuvre et non seulement mais ils ont dépensé de l'argent pour subventionner des études et à la fin on leur dit je ne peux plus rien pour vous, allez voir le secteur privé. Or le secteur privé n'embauche pas et le secteur privé ne se développe pas dans les régions défavorisées. Donc allez voir les cas.
Voilà donc l'héritage des 23 ans de dictature et de mauvaise gouvernance que je résume essentiellement autour de ces trois thèmes forts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 14 janvier jusqu'à aujourd'hui? Et ouais, déjà, ça va vite. Mais en même temps, on a l'impression que ça fait une éternité qu'on est dans cette situation. Ça, c'est la problématique du temps long et du temps court, et je reviendrai, parce que c'est une notion que j'aime beaucoup, le temps long et le temps court, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de retard dans l'expression des visions et des programmes des partis politiques. Ces retards ont permis à ceux qui ont occupé le terrain de l'occuper sérieusement, au détriment des autres. En même temps, il y a eu une montée des déceptions. Et je n'ai que l'eau dans ces débats. Alors, je veux dire une chose ici, c'est que le taux de chômage, qui était officiellement de 13% au 31 décembre, est en train d'aller vers 19% aujourd'hui. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, dans une famille de l'intérieur où il y avait structuration à la déstructuration sécuritaire dans le pays, c'est dû à l'effondrement de l'investissement direct étranger. C'est dû à la très grande timidité et réserve de l'investissement local. Et je comprends, les gens ont un pari sur l'avenir. Et on ne prend pas un pari sur l'avenir, ni de manière administrative, ni sans conviction que les risques sont gérables. Alors, la situation économique se dégrade depuis le début de l'année. J'ai parlé du chômage, je vais vous dire un mot sur les réserves de change. Nous avions au 31 décembre 13 milliards de dinars de réserves de change. Ça correspondait à 153 jours d'importation. 153 jours, une couverture de 153 jours. Sachant que pour les réserves de change, des questions techniques font que l'on ne peut pas descendre en dessous de 90 jours. Parce que tout n'est pas disponible dans les réserves de change. Il y a l'or, par exemple, qui n'est pas disponible, et puis il y a des placements, il y a des contreparties auprès du Fonds monétaire international. Il y a des questions techniques qui font qu'on ne peut pas descendre en dessous de 90 jours. Et bien, de 153 jours, nous sommes passés aujourd'hui, à fin mai, à 117 jours. La marge de manœuvre est faible. Ouais. Alors, il y a des secteurs qui se comportent bien quand même. Par exemple, les secteurs du textile, des industries électriques et mécaniques sont des secteurs qui ont retrouvé assez rapidement un rythme de croissance de leurs exportations supérieur à celui de 2010 sur la même période. Ils font plus 16% par rapport à 2010. Mais là où le bas blesse, c'est que tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les secteurs destinés à la consommation locale ne se comportent pas de la même manière. Il y a une peur, il y a une frilosité qui fait que les gens ne consomment pas, voilà. Mais aussi, le secteur des phosphates et dérivés se comporte très mal depuis le début de l'année, malgré un doublement des prix à l'échelle internationale. Eh ben, il y a eu un effondrement de 50% de la production, parce que sur plus de 50% du temps, la compagnie des phosphates de Versa est en grève. Un problème qui n'est pas social, qui va au-delà du social. Pour moi, c'est un problème politique. Et c'est un problème dont la solution relève des autorités. On ne peut pas laisser un PDG de la compagnie, quelle que soit sa qualité, gérer ce genre de choses. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement ne se soit pas déplacé sur place, à la limite à Gafsa, une semaine, s'il le faut, pour régler le problème et trouver les solutions. Parce que quel que soit le coût des solutions exigées, il est largement inférieur. Depuis le début de l'année, nous avons perdu 500 millions de dinars, rien que par cette grève permanente de la compagnie des phosphates de Gafsa. Les revendications ne sont jamais de ce niveau-là. Le tourisme. Le tourisme est un secteur totalement sinistré aujourd'hui. On est à moins 50% par rapport aux entrées de l'année dernière. Ce que personne ne dit, c'est que le tourisme était déjà sinistré avant. Mais on ne voulait pas le dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, si nous risquons une crise économique ou financière grave
sur les prochains mois, et j'assume mes responsabilités, ça ne sera pas la crise des subprimes, ça sera la crise du tourisme et des engagements touristiques sur le secteur bancaire. Le tourisme est un secteur qui contribue à 7% du PIB et qui contribue à 35% des mauvaises créances des banques. Voilà pour la période transitoire. D'abord, il y a des fondamentaux qu'il faut que nous ayons en tête pour avancer. Ces fondamentaux, pour moi, résultent de l'analyse que j'ai faite de l'héritage. Le pays a besoin d'un modèle de développement plus solidaire. La Tunisie avait souvent été donnée en exemple par les grands bailleurs de fonds internationaux en disant performance extraordinaire, croissance stable, supérieure à 4% l'an. Dans la réalité, personne n'a vu qu'il y avait deux problèmes derrière cela. Un, le déséquilibre régional, tout le monde ne bénéficiait pas de la même manière de cette croissance. Quand il y avait 4%, il y avait peut-être une décroissance à l'intérieur, une croissance supérieure sur les régions côtières. Un, et systématique par le clan d'une partie de la richesse produite annuellement de l'ordre de 2 à 2,5% l'an. Alors quand la croissance était de 4,5, 5, prendre 2,5, ça laissait 3%, 2,5, 3% au reste de la peau fantastique. Il y a peu de pays qui réalisent cela. Mais quand la croissance tombe à 2%, comme en 2008, 2009, ça laisse 0, sinon moins, à l'ensemble de la population, parce que les appétits croissaient pendant ce temps-là. Donc, globalement, c'est négatif. Et dans le négatif, il y avait des gens qui arrivaient quand même, parce que c'est encore une fois une moyenne, et les moyennes disent tout sauf l'essentiel. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui tiraient leur épingle du jeu, et d'autres qui souffraient terriblement, qui étaient peut-être à moins 6, moins 7 de pouvoir d'achat annuellement. Ça devenait insupportable. Et c'est probablement cela qui a précipité aussi. Donc la Tunisie, partant de là, la Tunisie a besoin de solidarité. La solidarité, moi je la décline selon 3 axes. D'abord, une solidarité régionale. La solidarité régionale. Non, sûrement pas. Non, non. La solidarité ne veut pas dire la charité, ne veut pas dire la compassion. C'est à l'État d'assumer ses responsabilités, et je vais revenir dans le détail sur la solidarité régionale. Donc, 1, la solidarité régionale. 2, la solidarité sociale. Et 3, la solidarité transgénérationnelle. n'est pas présent, ni en tant que stègue, ni en tant que sonnette, ni en tant que santé, ni même en tant que sécurité, puisque c'était la compagnie des phosphates qui mettait à la disposition de la garde nationale les locaux, les véhicules, et qui leur donnait le carburant. Donc il y avait une démission totale de l'État dans la région. Eh bien, 35 ans plus tard, ou 34 ans plus tard, malheureusement ce n'est pas mieux. Malheureusement ce n'est pas mieux parce que, à l'époque, la compagnie employait 15 000 personnes. Aujourd'hui, elle emploie, sous la contrainte de la compétitivité internationale, elle n'emploie plus que 5 000 personnes, mais il n'y a pas pour autant d'autres sources d'emploi dans la région. Je discutais avec un chef d'entreprise publique qui me disait, pour construire le siège régional de ma société à Versa, les appels d'offres sont infructueux parce que c'est un siège de 1 million de dinars et il n'y a pas d'entreprise à Versa pour construire un truc à 1 million de dinars. Et que les entreprises de Sfax, de Gabès ou de Tunis ne sont pas intéressées à faire un déplacement pour un siège de 1 million de dinars. C'est trop peu pour eux, pour elles, et c'est trop grand pour celles qui sont là. Donc, il faut attendre qu'il y ait un projet important pour que l'entreprise daigne détacher 2 ou 3 équipes pour construire cela. Donc, il n'y a aucune perspective d'emploi et la situation, malheureusement, s'est dégradée depuis. La solidarité régionale, pour moi, sa solution passe par deux axes importants, mais 2 axes sur lesquels il ne faut pas se tromper parce qu'ils demandent des préalables importants. On trouve ces 2 axes aujourd'hui déclinés dans les programmes des uns et des autres, mais je considère qu'on oublie les préalables qui feraient que ces axes puissent réussir. Le premier axe est une réforme institutionnelle, c'est la régionalisation. La régionalisation. Et la régionalisation passe d'abord par la redéfinition des territoires. La Tunisie, aujourd'hui, nous avons 24 gouvernements qui ne correspondent à aucune logique économique,
aucune logique historique, aucune logique géographique. Et ils correspondent essentiellement à une logique sécuritaire. Redessiner les territoires ne veut pas dire, comme certains le laissent entendre, passer de 24 à 30 vers l'Europe. Non. Redessiner les territoires, c'est identifier les 5, 6, 7 grandes régions qui font du sens économiquement, géographiquement et historiquement, et leur donner un pouvoir local. Ce pouvoir local est à définir dans une répartition entre le pouvoir central et le pouvoir local. Et la décentralisation, pour réussir, doit être précédée de la déconcentration. Aujourd'hui, faire de la décentralisation, c'est une chimère, parce que c'est une dilution des responsabilités, sans qu'il y ait localement, vous ne regardez pas le cas de Sfax, Sfax est une exception positive dans le décor institutionnel tunisien. Moi, j'ai eu un accident un jour sur la route du côté de Berlafey, etc. Le soir, j'ai été emporté par une 404 bâchée à l'hôpital régional de Gassari. Je me suis rendu compte, j'ai été soigné par 2 médecins, des Palestiniens, parce qu'il n'y avait pas de médecins tunisiens qui étaient là. J'ai rien contre, bien le contraire, mais je suis sûr que ce n'est pas les meilleurs qu'on nous a envoyés, qui ont accepté d'être là. Je me suis rendu compte 10 jours après que j'avais une côte cassée. Bon, ils auraient rien pu faire de toute manière, mais ils auraient pu au moins le diagnostiquer. Voilà. Donc, pour qu'elle réussisse, la décentralisation, il faut qu'elle soit précédée par la déconcentration et par le transfert de compétences des organes centraux vers les régions, avec les cadres qui vont avec les compétences qui vont avec, pour que les régions se musclent, pour que demain elles puissent assumer leurs responsabilités. Deuxième condition, il faut donner les ressources financières nécessaires aux régions pour faire face à cela. Les 2 seuls pays que je cite toujours en matière de décentralisation et qui ont réussi leur décentralisation, l'Espagne et l'Allemagne qui est un pays fédéral, ont mis en place les politiques d'accompagnement financier. L'Espagne, par exemple, est un pays qui reverse constitutionnellement, donc ce n'est pas discutable en fonction de la couleur politique de la région, je vais les sanctionner, je vais couper les... Non, c'est inscrit constitutionnellement. Elle reverse 7% de la TVA collectée nationalement aux régions, et elle reverse 7% de l'impôt collecté nationalement sur les revenus et sur les sociétés. C'est ça la solidarité régionale. L'Allemagne est un pays où 2 personnes exerçant la même fonction dans 2 lenders différents ne subissent pas le même impôt. Dans le lander riche, il va payer plus que dans le lander pauvre. Et ce différentiel est collecté par l'État central et reversé au profit des landers pauvres. C'est ça la solidarité régionale. Autre condition de la réussite de la régionalisation. Il ne faut pas que la régionalisation réveille les démons régionaux, les démons tribaux. Et les événements récents nous le rappellent avec force. Comment faire que la régionalisation ne nous fasse pas reculer 50 ans en arrière? Il faudrait instituer une délégation, c'est ma proposition, mais inspirée de l'expérience de certains pays qui ont réussi et qui sont allés dans cette voie, instaurer une délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et au développement régional. Interministériel qui relève du Premier ministre. Parce que mettre l'aménagement du territoire comme une direction générale au sein du ministère de l'équipement, c'est cause toujours tu m'intéresses. Je peux vous dire que certains conseils interministériels présidés par le Premier ministre, Souler Ben Ali, certains ministres n'y allaient pas, parce qu'ils considéraient que c'était des ministres de souveraineté qui relevaient de varia, comme ils disaient, qui n'avaient rien à voir. Donc, il ne pouvait pas y avoir dans ces considérations une politique nationale de développement régional. Quand le ministère
de l'enseignement supérieur crée un ISEP à Garça ou à Célienne, ça ne peut pas être la décision du seul ministère de l'enseignement supérieur. Il faut que ça soit une décision d'aménagement du territoire qui relève du gouvernement et que cette décision soit accompagnée de tous les ingrédients nécessaires à sa réussite. Autrement, ça s'appelle de la démagogie et ça s'appelle de la criminalité à l'égard des étudiants que l'on met là et à qui on ne donne pas les conditions de leur épanouissement. Une délégation interministérielle veillera à la cohérence des politiques publiques. Quand un ministère décide d'aller s'installer ou installer une institution à Célienne, il faut que tous les autres ministères se bougent et définissent ce qui doit être fait en conséquence. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un ISEP soit jeté dans la nature à Célienne pour enseigner, c'est des cas réels, pour enseigner la chimie industrielle sans un laboratoire de chimie industrielle pour former des techniciens supérieurs? Le travail se fait au tableau, alors que est-ce qu'on peut imaginer un établissement supérieur, d'enseignement supérieur à Célienne, à Ouagarce, sans qu'il y ait une bibliothèque, une annexe de la bibliothèque nationale qui soit là pour permettre à ces étudiants. Je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance, sur les derniers mois, de faire une tournée aux États-Unis et de visiter une dizaine d'universités américaines. Eh bien, je suis revenu époustouflé, mais en même temps abasourdi. Abasourdi, parce que je prenais un exemple que je vais vous reciter. Boston, une ville de 650 000 habitants. Plus petite que Sfax, hein? Oui. Ouais. Sur les 650 000 habitants, 250 000 étudiants. 53 universités. 53 universités. Sachant que le coût d'un étudiant, tout est payant. Il y a des bourses, tout est payant. C'est un autre modèle, c'est pas le modèle que nous prenons. Mais le coût d'un étudiant, entre les tuitions, les housing, etc., et sa vie, c'est 70 000 $ par an. 1000 habitants par an, 17 milliards de dinars, c'est une fois et demie le budget de l'État tunisien. Dans une ville comme Boston, de 650 000. C'est une vraie industrie. Nous avons les moyens. Oui, l'industrie du savoir. Et vous voyez les gens qui viennent là. C'est des Coréens, c'est des Chinois, c'est des Européens, c'est des Arabes privilégiés, il y a de tout. Il y a le pourcentage d'étrangers, l'ouverture à l'international. Et beaucoup de ces universités ont ouvert des universités affiliées, annexes, qui à Dubaï, qui à Riyad, etc. Nous sommes les oubliés de l'histoire. Nous avons décidé de nous mettre en marge du savoir, en marge de la modernité et en marge de l'histoire, mais en plein dans la prédation et dans la mafia. Qui est l'une des plus prestigieuses aux États-Unis, elle fait partie de ce qu'on appelle la Ivy League, elles sont 10. Les plus prestigieuses, elles ont été construites par les Anglais quand ils sont arrivés là. Il y a Harvard, il y a MIT, il y a Yale, il y a quelques-unes comme ça. À Yale, on m'expliquait que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professeurs par étudiant, ou d'étudiants par professeur, ouais. Le taux d'encadrement global dans Yale, ils sont 10 000, c'est une université de taille moyenne. À Haven. Ce sont 10 000 étudiants. Le nombre d'étudiants par universitaire, par encadrant. Attendez, je n'ai pas terminé. Il est de. Non, excusez-moi, de 7. 1 pour 7. Donc ils sont 1500. 1500 enseignants. Dans les sections scientifiques et techniques, ils sont 1 pour 3. Je n'ai pas terminé. Dans l'ingénierie, ils sont 1 pour 1. Première année. C'est au niveau du collège. Ce qu'ils appellent collège, c'est-à-dire les 4 premières années pour aller vers le BA. Au niveau du... Vous avez raison de poser la question. Ils sont 1 pour 1. Mais j'ai dit, mais comment 1 pour 1? On me dit, on a des classes de 5 élèves. Ils sont 5 matières, 5 professeurs, 5 élèves. Et donc voilà. Et c'est pas des manchots, les professeurs qu'il y a. C'est les prix Nobel de tel truc,
c'est les sommités mondiales. Les futurs prix Nobel. Important pour la décentralisation, c'est comment corriger ce déséquilibre régional dont j'ai parlé tout à l'heure en matière d'infrastructure. Alors, j'ai fait travailler mes équipes, on a imaginé comment quadriller le pays pour donner à ce pays que je qualifie d'invertébré une colonne vertébrale pour qu'il puisse tenir debout. Et là, je suis encore une fois époustouflé quand je parcours les grandes villes ou les campagnes américaines, parce que le hasard a fait que depuis un an, j'y vais régulièrement. J'ai une fille qui fait des études là-bas, donc je vais la voir régulièrement et j'apprends. Et j'en profite pour apprendre. Et je suis atterré par le niveau des infrastructures qu'il y a dans ce pays. Et on comprend pourquoi il a cette capacité de résilience à rebondir après les crises et à retrouver des positions d'innovation, de création, etc. Les infrastructures, tout le monde en parle maintenant. Bon. Mais il ne suffit pas d'en parler, il y a deux composantes qui manquent dans ce qu'on dit à propos des infrastructures. D'abord, les infrastructures, il faut qu'elles désenclavent les régions, mais la Tunisie est un petit pays, c'est 10 millions d'habitants. C'est une petite ville à l'échelle du monde. Vous savez, quand on regarde les 30 plus grosses villes du monde, aujourd'hui, c'est des villes, c'est des mégapoles qui font 30 millions d'habitants. C'est 3 fois la Tunisie entière. Et quand je discute avec des aménageurs du territoire, de pays qui veulent bien nous aider d'ailleurs, avec qui je discute, et qui me disent, mais vous, la Tunisie, c'est 10 millions d'habitants. Vous n'avez pas besoin de plus que d'une mégapole. Et vous faites des infrastructures qui ramènent les gens travailler dans cette mégapole. Regardez, nous, en France, par exemple, on a 4 mégapoles, on n'en a pas 10. On en a 4. On a Paris, on a Lyon, on a Marseille, et on a la région de Toulouse, etc. Et les gens, ils viennent travailler à Lyon on met un TGV, et ils viennent sur 300 km. Ils habitent à 300 km et ils viennent à 300 km. Mais vous, la Tunisie, aucun point n'est éloigné de plus de 300 km de vos mégapoles qui existent actuellement. Tunis, Sfax et Sousse, qu'est-ce que vous avez besoin? Oui, d'accord, mais on ne peut pas. Si on continue le rythme actuel des choses, naturel des choses aujourd'hui, vous savez, je vais vous donner un chiffre effrayant. Dans 25 ans, le KEF n'existera plus au rythme actuel des choses. Parce qu'il y a un taux de migration de moins 0,85% par an. La population du KEF diminue à de moins 0,85 par an. Dans 25 ans, elle disparaît. Donc est-ce que c'est ça le choix que nous voulons pour la Tunisie? Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas mon choix. Alors, faire des infrastructures n'est pas tout. Parce que pour que ces infrastructures dont tout le monde parle réussissent, il faut pour moi 3 conditions. C'est comment désenclaver pas les régions, mais la Tunisie. Comment relier la Tunisie à son environnement. On ne peut pas faire une carte de la Tunisie sans faire apparaître une carte de l'Algérie et de la Libye de l'autre côté. Et les infrastructures ne peuvent pas, l'autoroute ne peut pas s'arrêter à Kérouan, elle ne peut même pas s'arrêter à Kasserine. Pour moi, il faut qu'elle aille vers la frontière algérienne et qu'elle rejoigne une infrastructure existante en Algérie. Ça suffit du leurre depuis 1959 où on dit à nos populations construisons le Maghreb en se foutant de leur gueule. Excusez-moi pour l'expression triviale. Le prix du non-Maghreb. À élément constant, c'est 2 points de croissance pour tout le monde. Mais le non-Maghreb est condamné à la non-construction. Le Maghreb est condamné à la non-construction. Là, vous m'amenez à faire une diversion. Parce que les accords d'Agadir, l'UMA, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le secrétaire général de l'UMA et de lui dire, au dernier congrès des hommes d'affaires maghrébins organisé à Tunis, j'ai eu l'occasion de présenter devant tout le monde une intervention sur le sujet. Le Maghreb, l'UMA, dans ses instances, a prévu une seule instance décisionnaire, qui est le Conseil des présidents. Et des instances, et de multiples instances, j'ai jamais vu une organisation aussi tentaculaire, de multiples instances, toutes consultatives.
Alors il y a les commissions des ministères des Affaires étrangères, les commissions des infrastructures, les commissions de je ne sais quoi d'autre, etc. Et des réunions d'experts. Et Serge Pépinière, elle me disait, oui mais regardez, vous êtes très critique, mais l'année dernière, regardez, on a eu 53 réunions d'experts. 53 réunions en moyenne, on a eu 17 experts par réunion, ça fait tant d'expertise et ça fait tant de jours. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tout ça, on se moque des peuples. Parce que la seule instance décisionnaire, c'est le Conseil des présidents, qui ne s'est pas réuni depuis 1991. Quand il se réunissait, il signait des conventions, il signait des protocoles. Ils en ont signé 46. Un seul est rentré en vigueur. Même quand ils signaient, ils se moquaient de leur peuple. Ils avaient la volonté, les uns et les autres, de ne pas construire le Maghreb. Donc, là aussi, vous m'appelez sur un terrain sur lequel je ne pensais pas intervenir. Là aussi, dans les affaires étrangères, demain, un gouvernement légitime, issu des urnes, et traduisant la volonté du peuple, ira voir ses pairs maghrébins et mettra sur la table en disant ça suffit la récréation. Maintenant on veut un changement de gouvernance de cet humain, sinon on va dénoncer tout et on va chercher notre voie ailleurs. Et nous allons jouer la transparence et nous allons dire au peuple ce qu'il en est de cette réalité, ce que personne ne dit aujourd'hui. Je reviens à la cohésion, à la solidarité régionale. Donc je disais, les infrastructures, il faut qu'elles connectent le pays, qu'elles l'interconnectent à son environnement régional, maghrébin, mais aussi européen. Vous savez, heureusement que les interconnexions électriques existent, parce que nous avons une interconnexion, trois interconnexions, deux avec l'Algérie, une avec la Libye. Celle avec l'Algérie, elle fonctionne, et heureusement qu'elles existent, parce que vous vous souvenez tous de ce fameux match de football où on a eu une panne électrique générale. Heureusement que le réseau tunisien a été interconnecté au réseau algérien, parce qu'un réseau tunisien qui fait 2000 MW de capacité totale, où vous avez une panne sur 400 MW, il tombe comme un château de cartes. Tout s'effondre. Mais comme il est interconnecté au réseau algérien, il y a le background du réseau algérien qui est beaucoup plus lourd, et donc 400 MW qui tombent sur 10 000 MW, c'est rien, c'est 4%, c'est pas 25%, c'est pas 20%, donc on peut supporter. Mais c'est insuffisant. Heureusement qu'il existe aussi, parce que quand il y a des fois, on a eu à importer de l'électricité d'Algérie sans que personne ne le sache. Ouais. Parce qu'on est par le secteur public et pas par le secteur privé. Or, le secteur public, la STEG, a des capacités humaines limitées, a des capacités financières limitées, des capacités de réalisation limitées. La STEG fait une centrale de 400 à 500 MW tous les 7 ans. Monsieur le développement, vous allez attendre que nous fassions notre centrale, alors qu'il existe des mécanismes qui sont ce qu'on appelle le partenariat public-privé, qui ont été expérimentés d'ailleurs en Tunisie. Rades est une centrale qui fonctionne en partenariat public-privé avec un consortium d'investisseurs étrangers. Personne n'aime le partenariat public-privé. Pourquoi? D'abord parce que ça montre que l'on peut faire 20% de la capacité de la STEG avec 50 personnes. Il y a le transport, il y a la distribution, il y a... Bon. Mais les ratios sont quand même autrement en défaveur, restent en défaveur de la STEG. 1. 2, on peut faire de la production de bonne qualité à un prix très compétitif par rapport à la STEG. Et 3, quand vous faites du PPP, c'est pas l'État qui investit, c'est pas l'État qui va passer des marchés. Comment on va prélever la dîme? Ah mais oui, eh oui. Oui. Ah mais oui. Donc tout ça, PPP, c'est partenariat public-privé. Et PPP, en fait, ça intègre, je m'excuse de rentrer un peu plus dans le détail, ça intègre des notions diverses et variées. L'IPP, c'est Independent Power Production, Private Production, et PPP, c'est le partenariat public-privé qui peut relever, qui peut intégrer du BOT, Build, Operate and Transfer, du BO, bref, c'est plus large. Oui, vous avez raison. Dans le cadre de Rades, c'est un IPP, oui, qui est une forme particulière du PPP. Donc, voilà pour les infrastructures. C'est une première condition, c'est l'interconnexion avec l'Europe pour l'électricité aussi.
Si demain nous voulons produire de l'électricité verte, dont l'Europe est demandeuse, avec la fameuse directive climat-énergie de décembre 2009 en Europe qui impose au pays le fameux 20-20-20, en 2020 avoir 20% de production verte, etc., et qui ne pourront pas produire chez eux, mais qu'ils iront chercher dans les pays voisins, il faut qu'on ait une interconnexion avec l'Europe. Donc nous avons besoin, pour les infrastructures, non pas d'infrastructures à l'intérieur, mais d'interconnexion qui place la Tunisie dans son environnement. La deuxième chose dont il faut se méfier beaucoup, c'est que toutes les expériences montrent que quand on met une infrastructure de transport entre une région riche et une région pauvre, ce n'est pas la région pauvre qui en bénéficie. Cette infrastructure, une autoroute, vous mettez demain une autoroute entre Ain Draham et Tunis, vous êtes sûr que Ain Draham se vide. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, les gens me le disent. Quand on a mis en place le métro à Tunis, ça a facilité les déplacements des gens des banlieues rouges de Tunis. Ça n'a pas amené les Tunisois à aller là-bas. Il faut d'autres raisons et d'autres mécanismes. Donc les infrastructures, messieurs, méfions-nous, c'est à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire en parallèle et en préalable pour ne pas découvrir demain l'effet inverse et dire oh voilà, voilà. Donc il y a des préalables, il y a des mécanismes, il ne s'agit pas de reprendre, etc. Voilà. Donc ça c'est la première solidarité, la solidarité régionale. La deuxième solidarité, c'est la solidarité sociale. La solidarité sociale, c'est comment faire pour que des gens arrivés aujourd'hui à l'âge de la retraite, qui n'ont pas eu l'occasion de cotiser à la retraite pour une raison ou une autre, parce que soit à l'époque, ils avaient un métier qui ne cotisait pas à la retraite. Tous les artisans des souks de Sfax, personne n'a cotisé à la retraite, à ma connaissance. Tu vois, les avocats, c'est tout récemment qu'on les a autorisés à... Les notaires. Or, avant, quand quelqu'un arrivait à l'âge de la retraite, moi je me souviens chez mon grand-père, il y avait des... Les jeunes, aujourd'hui, ils sont à Tunis, ils sont à Sfax, ils sont à Monastir, ils sont ailleurs. Ils sont logés difficilement dans un petit 2 pièces, 3 pièces. Ils ne peuvent pas prendre en charge leurs parents. C'est d'autres préoccupations. Et les vieux, qu'est-ce qu'ils deviennent? On les laisse sur le bord de la route? C'est inacceptable. C'est comment identifier des mécanismes de solidarité sociale pour prendre tous ceux qui ont participé à l'édification de ce pays, pour les prendre en charge. Les jeunes diplômés, qui sont inacceptables. C'est ça la dignité. En tout cas, les jeunes n'ont pas fait la révolution. La fiscalité, entre autres. Elle passe par une fiscalité que, mauvais souvenir, d'un ministre des Finances de Ben Ali, qui à la télévision, en plus c'est un ministre des Finances qui a assumé des responsabilités importantes. Il a été directeur de cabinet du président de la République, pour ne pas le nommer. Mohamed Djeri, oui, absolument. Le sport national était la fraude fiscale et que 50% des Tunisiens ne payaient pas. Mais finalement, qui paye l'impôt? C'est les salariés, par la retenue à la source. Et pourquoi? Je disais ça à un de mes amis récemment, homme d'affaires, qui me disait « Alors je suis un mauvais citoyen ». J'ai dit non, c'est l'impôt qui est injuste et inéquitable. Pourquoi? La fiscalité dont nous héritons aujourd'hui, je parle des personnes physiques par exemple, est une fiscalité qui a été remaniée en 1991, qui à l'époque avait été saluée, cette réforme avait été saluée, parce qu'elle avait identifié des seuils et des taux. En dessous de 1500 dinars de revenus par an, on n'était pas imposable. Et au-dessus de 50 000 dinars, on était imposé au taux maximum de 35%. Ces seuils et ces taux sont restés les mêmes en 20 ans. Ça veut dire qu'ils ont été érodés par l'inflation tous les ans. Résultat, 1500 dinars en 91, c'était un peu plus que le SMIC. Aujourd'hui, le SMIC est à 3000 dinars. Un SMICard aujourd'hui est imposé
alors qu'en 91, il ne l'était pas. Ces salaires, par l'inflation, par un coup de pouce minimum, eh ben, ces revenus se trouvent rognés par la fiscalité. Ce n'est pas juste. De la même manière, la tranche maximale à 50 000 dinars, pour fixer les idées. Aujourd'hui, le même appartement à Cannes, ça coûte 200 000 dinars. Voilà. Donc on ne peut pas récupérer d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Ou alors ça s'appelle se moquer des populations. Et faire fi à avoir la santé gratuite, l'éducation gratuite et payer un vil prix sur l'autoroute, en tout cas sans rapport avec le coût de ce que ça représente, et ne pas payer sa fiscalité. Mais il faut que la fiscalité soit juste et équitable, et il faut réconcilier le Tunisien. Vous savez, dans les pays démocratiques, quand un citoyen reçoit son avis d'imposition, ce qui n'arrive jamais en Tunisie, il faut que ça soit un geste de vous, un geste volontaire pour que vous alliez faire votre déclaration. Ou alors sous l'obligation d'avoir acheté une voiture, alors il faut le quitus fiscal. Mais normalement, beaucoup d'entre vous sont chefs d'entreprise ou profession libérale. Quand vous faites une prestation ou quand vous vendez une marchandise, vous envoyez bien une facture. Vous n'attendez pas que le client bénéficiaire vienne vous dire « je viens payer ». Pas toujours. Pas toujours, c'est peut-être qu'il y a des exceptions où vous gérez vos relations. Ce n'est quasiment pas généralisé, ni général, monsieur. Allez, à vous. Oui. Donc, moi en tout cas, quand je fais une prestation, je dirige un bureau d'études, j'envoie une facture, j'envoie une note d'honoraire. Et quand elle n'est pas payée dans les 10 jours, j'ai un service recouvrement qui part à la recherche de la note, et ensuite un service contentieux. C'est de sa responsabilité d'envoyer un avis d'imposition à chaque... Vous savez, dans les pays développés, dans les pays démocratiques, ils vous envoient un avis d'imposition pré-rempli. Parce que ces services qui, avec l'informatique aujourd'hui en temps réel, qui reçoivent les déclarations des entreprises, qui reçoivent les déclarations de retenue à la source, il a beaucoup d'éléments pour pré-remplir et il vous demande de compléter. Mais il vous envoie ça accompagné d'une lettre du ministre du Budget, en charge de la fiscalité, dans laquelle il vous explique voilà les choix budgétaires de cette année et voilà ce qu'on va faire de votre argent. Infrastructure, développement humain, etc., etc. Donc, du coup, on se sent responsable. C'est la solidarité transgénérationnelle. Et c'est celle qui me paraît la plus riche. Ou la bonne gouvernance. Et je m'explique. Le développement durable ne surconsomme pas les ressources disponibles pour laisser le pays dans un piètre état aux générations d'après. Comment faire pour que vous laissiez un peu de plage baignable à vos enfants et à vos petits-enfants? Comment faire pour ne pas épuiser les nappes phréatiques et les nappes profondes non renouvelables du sud, les nappes plio-quaternaires du sud tunisien? Comment faire pour ne pas laisser l'érosion et l'urbanisation nous détruire annuellement 30 000 hectares? C'est la réalité des chiffres. Je vais vous dire, sur 20 ans, sur les 20 dernières années, 30 000 hectares perdus par an. Comment faire pour ne pas polluer dans tous les sens du terme, pour ne pas construire de manière anarchique, pour laisser le pays dans un état au moins aussi acceptable que celui dans lequel nous l'avons reçu? Ça, c'est la solidarité transgénérationnelle. Une autre manifestation de la solidarité transgénérationnelle, c'est la bonne gouvernance. C'est comment faire pour que nos enfants n'aient pas à repayer la dette que nous aurions contractée pour construire. C'était un peu long, je n'ai pas tout dit, loin de là. Je ne suis quasiment pas rentré dans le modèle économique, dans les rêves. Donc vous allez me poser des questions et je serai heureux d'y répondre. Et à l'occasion de ces réponses,